Sophia l'avait murmuré si doucement que Jennifer faillit ne pas l'entendre. « Maman, si je m'assois, ma partie intime va me faire mal. » Lors de ce dîner de famille, les regards s'étaient levés au ciel, qualifiant Sophia de dramatique. Mais Jennifer, elle, avait vu. Elle avait vu sa fille tressaillir quand quelqu'un l'effleurait, la regarder dormir en basket, prête à fuir. Il pensait que les liens du sang pourraient ensevelir la vérité. Puis Jennifer trouva le dessin de Sophia, et ses mains tremblèrent si fort qu'elle faillit faire tomber le téléphone en composant le 911. Ce qui suivit brisa tout ce qu'elle croyait savoir sur la famille. La soirée de Thanksgiving n'aurait jamais dû ressembler à une salle d'audience. Pourtant, dès que Jennifer et Sophia franchirent le porche de la maison maternelle, elle sentit un verdict planer dans l'air. La lumière vacillait sur un tourbillon de givre. Un instant, elle se demanda s'il ferait moins mal de se retourner que de sonner la cloche. Mais Sophia, serrant son doudou laveur en peluche, murmura « Ça sent la tarte là-dedans, maman ». Et c'était une raison suffisante pour entrer. Des années s'étaient écoulées depuis que Jennifer avait apporté une cocotte dans cette maison. Le papier peint, toujours du même jaune pâle, se décollait au coin, mais tout semblait plus petit, plus froid, comme si les murs, après avoir entendu trop de secrets, étaient devenus hostiles. Le câlin de sa mère fut rapide. Son parfum sentait la poudre, le sucré et l'éloignement. « Tu as l'air fatiguée, Jennifer. » Long trajet? Ce qu'elle voulait dire, c'était « Ne fais pas d'histoire ». Sa sœur Kate, parfaite, mettait la table, le cristal brillant sous ses cheveux lisses. Son sourire était celui qu'on offre au télévendeur avant de raccrocher. Jennifer tenta de se débarrasser du froid. Les yeux de Sophia se posèrent sur cette famille qu'elle connaissait à peine. L'oncle Daniel riait trop fort. Grand-mère Lucie rappelait les places. Thelma courait après une saucière. Sophia serra les doigts de sa mère, un signal silencieux pour ne pas la quitter. On les plaça à la longue table en cèdre que leur père avait poncée à la main. Un siècle de bénédiction y avait été prononcé. Ce soir, pourtant, le bois semblait abîmé. On dit à Sophia de rejoindre les cousins à l'autre bout. Elle hésita, triturant l'ourlet de son pull. Jennifer tenta de la pousser, mais la petite se pencha vers elle. « Qu'est-ce qui ne va pas, bébé ?» murmura-t-elle. La voix de Sophia, plus fine qu'un souffle, répéta « Maman, si je m'assois, ma partie intime va me faire mal. » La phrase, trop lourde pour la pièce, tomba comme une bombe. Le temps ralentit. Les sons se déformèrent. La fourchette de Jennifer glissa, heurta l'assiette. L'oncle Daniel rit. « Il y a du drame dans ce côté de la famille, » dit-il en agitant un petit pain comme un sceptre. La mère de Jennifer se racla la gorge. Sophia a de bonnes manières. Tiens-toi droite, Jennifer. Elle a besoin de limites. Les plats recommencèrent à circuler, comme si une enfant de 6 ans n'avait pas laissé tomber une grenade sur la table. Jennifer s'agenouilla, les mains moites. « Quelque chose te fait mal maintenant. » Sophia hocha la tête. Ses larmes étaient silencieuses, mais ses yeux, vitreux, hurlaient. Jennifer murmura « On va aux toilettes, d'accord ?» Personne ne proposa d'aide. Les assiettes tintèrent. Quelqu'un bénit la sauce. Elle guida Sophia dans le couloir, sentant chaque regard piquer son dos comme un impôt. Derrière la porte verrouillée, l'odeur de savon à la lavande ne suffisait pas à calmer sa peur. Sophia tressaillit quand Jennifer l'aida à baisser ses collants. Et là, le long de la peau tendre, elle vit une rougeur qu'aucun terrain de jeu ne pouvait expliquer. Un goût métallique emplit sa bouche. Elle avait été bénévole dans un refuge. Elle connaissait cette couleur, ce tremblement. Mais le reconnaître sur son propre enfant, c'était autre chose. Les yeux de Sophia cherchaient une réponse. « Ai-je fait quelque chose de mal ?»« Non, bébé. Tu n'as rien fait de mal. » Jennifer la serra contre elle, comptant leur respiration jusqu'à ce que la sienne se calme. De retour dans le couloir, elle croisa le regard de sa mère. « Est-ce nécessaire ?» siffla-t-elle. Le dîner refroidit. Sophia ne va pas bien. On sort. Sa voix était trop calme. Kate leva les yeux au ciel. Daniel sourit, but son vin. Jennifer installa Sophia dans la chambre d'amis et lui donna son doudou. « Serre-le si tu as peur. »« J'arrive. » L'air nocturne mordait quand Jennifer sortit sur le porche, sans manteau. Sa main tremblait en composant le numéro, mais elle resta claire.
S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. Je crois qu'il est arrivé quelque chose à ma fille. Les sirènes brisèrent le silence. Les gyrophares bleus dansaient sur les volets comme des lucioles affolées. 2 policiers montèrent les marches. Une ambulancière hocha la tête vers la porte. Maman l'ouvrit brusquement. Quelqu'un s'est évanoui? Jennifer, qu'as-tu fait? Ma fille a besoin d'un examen médical. Elle est dans la chambre. Sa mère se contracta, irritée, mais laissa passer les secours. Le salon s'électrisa à la vue des uniformes. Kate accourut, talons claquants, tu fais une scène. Daniel secoua la tête, voilà ce qui arrive avec des mères instables. Jennifer soutint son regard. L'ambulancière s'agenouilla près de Sophia, toujours avec son doudou. Doucement, elle demanda la permission. Sophia hocha la tête. Elles disparurent dans la salle de bain. Dans le couloir, la famille encercla Jennifer de questions. Tombée? Malade? Une crise? Aucun d'eux. Elle fixait la porte. L'horloge semblait la juger. Quand l'ambulancière revint, pâle, elle fit signe à Jennifer. Sa voix était un murmure, il y a eu des attouchements répétés. Votre fille a donné un nom. Jennifer chancela. Qui? Silence. Votre beau-frère. Le monde bascula. La rage monta, brûlante. Jennifer inspira, douloureusement, merci. Restez avec elle. Quand les policiers se tournèrent vers Daniel, le chaos éclata. Maman s'interposa, ridicule. Il ne ferait jamais ça. Kate agrippa Jennifer, tu déchires cette famille. Daniel, visage blessé, je n'ai rien fait. Les enfants sont confus. Un officier lut ses droits calmement. Les menottes claquèrent. Métal sur os. Grand-mère Lucie se couvrit la bouche. Thelma pleurait. Sophia, à la porte, le visage tacheté, vit tout. Jennifer la rejoignit, genoux au sol. Tu as fait ce qu'il fallait. Maman te croit. Tu es en sécurité. Sophia murmura, j'avais peur de le dire. Je sais. Mais tu n'es plus seule. Les officiers firent sortir Daniel. Il jeta un dernier regard à Jennifer, mi-menace, mi-supplication. Sa mère, debout au seuil, ne le regarda pas. Elle fixa Jennifer, je ne te pardonnerai jamais. Ces mots étaient des lames. La voiture de patrouille s'éloigna. Jennifer ne répondit pas. Elle boucla Sophia dans l'ambulance. Un ambulancier lui remit une brochure, mais ses mains tremblaient. À l'aube, après avoir fait sa déposition, elle rentra au duplex. 7 jours passèrent. Aucun appel, aucun message. Sa publication expliquant l'absence de Sophia à l'école resta sans réaction. Le numéro de sa mère était bloqué. La messagerie de Kate, pleine. Le pasteur Larry laissa un message lénifiant sur la grâce, lui suggérant d'éviter le groupe de femmes, le temps que la poussière retombe. La douleur de sa fille traitée comme une saleté à essuyer. Le silence n'était pas paisible. Il était bruyant. Le frigo bourdonnait, les planchers craquaient. Certains matins, Jennifer vérifiait les serrures 3 fois. La nuit, Sophia venait s'accrocher à sa manche, comme si elle avait peur de s'échapper. Quand Jennifer lui demanda si elle rêvait, elle haussa les épaules. Mardi, elle fixa sa chaise de cuisine comme un piège. « Est-ce que je peux m'asseoir maintenant ?» Jennifer força un sourire. « Oui, ma chérie. Tiens, je mets un oreiller. » Sophia s'assit comme un moineau effarouché, mangeant sans lever les yeux. Mercredi, un appel de l'école. Rien d'urgent, mais l'institutrice voulait la voir. Un dessin, apparemment lié à ce qui s'était passé. L'après-midi, devant l'école, Jennifer eut du mal à respirer. Elle passa devant des dessins d'enfants, d'Inde en bâtonnet, je suis reconnaissant pour. Une enfance normale. L'espace d'un instant, elle envia ses autres parents. Madame Cynthia l'accueillit, l'air grave. Sur son bureau, une feuille rouge. Elle la fit glisser. Un dessin, une chaise, celle de la mère de Jennifer, hérissée de pointes, tachée de rouge. Une fillette pleurait, un monstreau dans acéré rôdait. Jennifer murmura, c'est la chaise de grand-mère. Et ça lui faisait mal, dit doucement l'enseignante. Je suis obligée de signaler. La conseillère avait déjà appelé les services de protection de l'enfance.
La culpabilité submergeait tellement Jennifer qu'elle dut s'agripper au bord du bureau pour se stabiliser. Combien de dîners de Thanksgiving avait-elle félicité Sophia pour sa bonne position assise, alors que cette maudite chaise s'imprimait dans sa mémoire? Elle inspira profondément, remercia l'enseignante et promit de coopérer. Ce soir-là, les services de protection de l'enfant s'appelèrent. L'assistante sociale était polie mais expérimentée. On lui demanda les dossiers médicaux et le rapport de police. Jennifer obéit, envoyant les documents tout en mangeant des macaronis au fromage réchauffé. Pendant que les fichiers se téléchargeaient, Sophia coloriait calmement à côté d'elle. Jennifer aperçut un vieil album photo ouvert sur la table basse, la fête de Noël de l'année dernière. Sophia y avait collé un autocollant fluo sur le visage d'oncle Jack, ce frère célibataire qui apportait toujours des bonbons et des tours de magie. Quelque chose en elle se tordit. À l'heure du coucher, elle lut Bonne nuit, Lune, ajouta un couplet du cantique préféré de Sophia et l'aborda bien fort. La veilleuse en forme de bougie projetait de douces ombres sur le mur. Jennifer caressa les cheveux de sa fille jusqu'à ce que ses paupières se ferment. « Maman » murmura Sophia. « Oui, bébé. Tu m'as promis que je n'aurais jamais à y retourner. » Je le pensais vraiment. Plus jamais. Sophia hocha la tête, ses cils frémissant. Juste avant de s'endormir, elle murmura « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit à propos du jeu qu'il faisait avec moi. » Le cœur de Jennifer bondit. « On pourra en parler demain matin, d'accord ?» Sophia répondit d'un petit oui endormi. Jennifer l'embrassa sur le front. Le goût salé sur ses lèvres aurait pu être celui de sa fille ou le sien. Alors qu'elle fermait la porte, le four se mit en marche, faisant vibrer les conduits comme des pas lointains. Elle resta dans le couloir, les bras croisés, les oreilles bourdonnant. Elle savait que le combat ne faisait que commencer. La confession de Sophia flottait dans l'air, comme de la fumée, même après qu'elle se soit endormie. Jennifer s'assit au bord du matelas, observant la poitrine de sa fille se soulever et s'abaisser jusqu'à ce que ce rythme la calme. Ce n'est qu'alors qu'elle rassembla les dessins, éteignit la lampe et retourna dans le salon, où la nuit lui sembla interminable. Vers minuit, Sophia se réveilla, marchant en chaussettes, à pas feutrés. « Je ne peux pas dormir si tu ne me tiens pas dans tes bras » murmura-t-elle. Jennifer la porta jusqu'à la chambre, s'installa dans le fauteuil à bascule, les enveloppa toutes deux d'une courte pointe. C'est alors que les mots vinrent, doux comme des ailes de papillon. « Oncle Daniel aimait ce jeu silencieux » commença Sophia. Si je restais sans bouger, sans bruit, il disait que j'étais gagnante. « Et si tu bougeais » demanda Jennifer, la voix calme. Il appuyait sur mes jambes. Parfois, il me pinçait. Et si je pleurais, je devais recommencer. Les petits doigts de Sophia tordaient le bord de la couverture. Il disait, les filles sages ne gigotent pas. L'estomac de Jennifer se retourna. Le clair de lune rampait en rayures pâles sur le sol. Quelqu'un d'autre le savait. Sophia hésita, puis hocha la tête. Grand-mère l'a vu une fois. Elle a dit que je faisais ma difficile. Quand enfin Sophia s'endormit, le corps de Jennifer vibrait encore d'adrénaline. Elle se glissa jusqu'à la salle de bain, ferma la porte et laissa ses sanglots étouffés se perdre dans une serviette. Des images repassaient en boucle, elle, dans la cuisine, servant du thé, Daniel, dans le salon, distrayant les enfants. Combien de fois avait-elle souri depuis les fourneaux, pendant que son enfant comptait les secondes en silence pour survivre. La culpabilité avait un goût de métal. À l'aube, elle était assise à la table de la cuisine, rédigeant des notes pour l'assistante sociale. À 20 heures précises, elle appela la ligne directe. Sa voix ne trembla qu'une fois. Sophia avait révélé d'autres abus. Des détails. Une fréquence. Au bout du fil, Lisa, au ton ferme, nous organiserons un entretien médico-légal cet après-midi. Pouvez-vous l'amener à Riverstone Advocacy avant 14 heures? Il y eut un silence. Vu l'escalade, nous pourrions prendre des mesures de protection d'urgence pour vous deux. Jennifer remercia, raccrocha et expira entre ses dents. La ligne de front s'était rapprochée. Riverstone était un ancien ranch rénové, peint en bleu sarcelle apaisant. Dans la salle d'attente, les jouets étaient alignés, mais Sophia les ignora, tressant et défaisant la queue de son raton laveur en peluche. Derrière un miroir sans teint, Jennifer observa. La thérapeute se présenta, offrit une brique de jus,
puis questionna doucement sur les jeux en famille. La voix de Sophia, claire et posée, semblait bien trop mûre pour son âge. Elle parla de la chaise rouge, des piques qu'elle avait imaginées, de la règle du silence. Il disait « Si tu le dis à maman, on me l'enlèvera », expliqua-t-elle comme si elle éplait un mot. Chaque phrase était un clou dans le cœur de Jennifer. À un moment, Sophia releva l'ourlet de sa robe pour montrer des bleus légers, passés inaperçus aux urgences. Le regard de la thérapeute était attentif, sa voix douce et stable. 40 minutes plus tard, la séance était terminée. Lisa retrouva Jennifer dans un bureau. « Nous ouvrons une enquête officielle. Une ordonnance de protection temporaire sera déposée aujourd'hui », annonça-t-elle. Sophia est admissible à une thérapie spécialisée. Jennifer signa lentement, clairement, pour que personne ne puisse dire qu'elle avait hésité. En quittant le centre, le soleil lui sembla trop vif. Dans le rétroviseur, son visage paraissait plus vieux d'une semaine, façonné non plus par la peur, mais par autre chose, de plus dur. « Ils comptaient sur mon silence », murmura-t-elle à son reflet. « Ils ont oublié qui m'a appris à survivre. » De retour chez elle, Jennifer ouvrit ses contacts. Elle trouva Marie Nathan, une avocate rencontrée au refuge. Juste avant de taper un message, un autre arriva. C'était Kate. « Arrête ça ou on te la prend. » Le message s'afficha comme une pierre dans son estomac. Sa propre sœur. Celle qui pleurait autrefois dans ses bras. Maintenant, elle la menaçait. Les doigts de Jennifer se crispèrent, non par peur, mais par fureur. Fureur contre le silence, contre la lâcheté. Elle ne répondit pas. Pas encore. Elle resta dans sa cuisine, seul le ronron du réfrigérateur pour compagnie. Sophia dormait, recroquevillée dans la chambre d'amis. Jennifer regarda une photo sur le frigo. Sophia a 2 ans, le glaçage sur les joues, son propre bras autour d'elle comme un bouclier. Elle se souvenait de ce jour, du tout début, le jour de la naissance de Sophia. Sa sœur, pâle, droguée, incapable d'ouvrir les yeux. C'est Jennifer qui avait tenu Sophia la première. Sa sœur avait murmuré « Elle est à toi aussi. Promets-le-moi. » Et Jennifer avait promis. Et elle le pensait vraiment. Cette promesse résonnait en elle alors qu'elle s'asseyait le lendemain matin devant le cabinet d'Amara J. Amara, ex-colocataire de fac, réputé pour se battre dur quand il le fallait. Elle lui avait répondu dans la nuit. Le matin même, elle lui faisait une place. Amara ne perdit pas de temps, « Dis-moi tout. » Jennifer raconta. Chaque dessin, chaque murmure, chaque alerte ignorée. En découvrant le message, la menace, Amara se figea. « Ils te testent, dit-elle. C'est ce que font ces gens-là. »« Je ne craquerai pas, » affirma Jennifer. « Tant mieux. Parce que ça va se compliquer. » Amara expliqua, légalement, Jennifer n'était pas la tutrice de Sophia. Sa sœur avait encore l'autorité. Si elle demandait la garde, elle pourrait convaincre un juge. Mais si Sophia était en danger, une tutelle d'urgence restait possible. Jennifer ravala sa peur. Et la famille? Ils se rangeront de son côté. Au début. Jusqu'à ce que la vérité éclate. Un message vibra sur son téléphone. Sa sœur. Déjeuner demain? Juste nous deux. Parlons comme des adultes. Amara plissa les yeux. Ce n'est pas une paix. C'est un piège. Je sais, répondit Jennifer. Mais je... Le lendemain, elle se gara devant un café neutre. Kate l'attendait, un thé à la main, comme si rien ne s'était passé. Jennifer ne bougea pas. Kate feignit l'ignorance du froid entre elles. Je veux juste clarifier. Sophia est confuse. Tu sais comme les enfants ont de l'imagination. Jennifer resta silencieuse. Kate soupira. Je ne veux pas que cette histoire détruise notre famille. Puis elle sortit une enveloppe Kraft. Qu'est-ce que c'est? Demanda Jennifer, même si elle le savait déjà. Juste une chose à considérer. Un compromis? Dit Kate d'un ton léger. Jennifer ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un projet de demande de garde. L'intention de Kate était claire, récupérer Sophia. À côté, un accord de silence mutuel. Si Jennifer abandonnait les poursuites et se rétractait, aucune des deux parties n'engagerait de procédure judiciaire. Elle fixa les papiers.
Chaque mot lui semblait une gifle. Tu essaies d'échanger son traumatisme contre ta réputation, dit Jennifer d'un ton neutre. Kate cligna des yeux. Jennifer, ne dramatise pas. Il s'agit de maintenir la paix. Jennifer la regarda droit dans les yeux. C'était comme ça qu'il appelait ça, lui aussi? Maintenir la paix pendant qu'il jouait à ce jeu tordu? Les lèvres de Kate se pincèrent. Tu ne fais qu'empirer les choses. Si tu continues, on se défendra. Et on gagnera. Jennifer posa délicatement l'enveloppe sur la table. Non, dit-elle doucement. Tu l'as déjà perdu. La question est, qu'es-tu prête à perdre d'autres? Elle n'attendit pas de réaction. Elle laissa l'enveloppe là, comme une bombe à la goupille retirée, et sortit du café sans un mot. Dehors, le vent s'était levé, tirant sur son manteau. Elle savoura le froid. Cela l'aidait à rester debout. Cela l'aidait à combattre la nausée qui lui nouait l'estomac. Le lendemain matin, Sophia parla à peine. Elle était assise à la table de la cuisine, ses céréales trempées et intactes. Jennifer tenta de poser des questions sur le cours de maths, sur le club d'art qu'elle adorait, mais tout ce qu'elle obtint fut un hochement de tête ou un haussement d'épaules. Son regard évitait celui de Jennifer. Quelque chose glissait à nouveau. Elle le sentit à la façon dont Sophia serrait son sac à dos à deux mains, comme un bouclier. À la façon dont l'étincelle née après la visite des services sociaux s'éteignait peu à peu. Après le départ de Sophia pour l'école, Jennifer rangea la cuisine, puis se dirigea vers le salon. Le sac de Sophia, ouvert près de la porte, attira son attention. Elle se pencha pour le fermer et remarqua quelque chose coincé entre deux cahiers à spirale usée. Un papier épais et froissé, roulé en boule, comme s'il avait été caché à la hâte. Elle s'assit et l'aplatit sur la table. C'était un dessin, grossier mais délibéré. Une petite fille était assise seule sur un banc, les genoux écartés, des traits de crayon rouge irréguliers entre sa taille et ses jambes. Derrière elle, une silhouette plus grande, vaguement humaine, aux épaules larges, avec un nom gribouillé sur le visage, clair. Sur le côté, deux autres bonshommes allumettes, tournés vers l'extérieur, maman, grand-mère. Elles observaient sans rien faire. Jennifer retint son souffle. Le papier tremblait entre ses mains. Pendant un long moment, elle resta là, incapable de bouger. Puis, elle entendit des pas. Sophia était revenue, elle avait oublié sa boîte à lunch. Elle se figea sur le seuil. Son regard passa du papier à la table, puis au visage de Jennifer. Elle se froissa. « Je suis désolée, sanglota Sophia, la voix aiguë et tremblante. Je ne voulais pas le dessiner. Je ne savais juste pas comment le dire autrement. » Jennifer s'approcha d'elle sans un mot, l'enlaçant. « Tu n'as pas à être désolée, murmura-t-elle dans ses cheveux. Tu es courageuse, et tu n'es pas seule. Je te promets. Je te crois. Je ne vais nulle part. » Cet après-midi-là, Jennifer alla chercher Sophia plus tôt à l'école. Elle demanda à voir mademoiselle Agatha, la conseillère d'orientation, une femme calme d'une cinquantaine d'années. Son front se plissa davantage à mesure qu'elle examinait le dessin. Sophia était assise à côté d'elle, calme mais alerte. « Ma chérie, dit doucement mademoiselle Agatha, c'est toi qui as dessiné ça ?» Sophia hocha la tête. Mademoiselle Agatha ne dit rien de plus. Elle se leva, verrouilla la porte du bureau et revint s'asseoir. L'affaire remonta la chaîne. Moins d'une heure plus tard, un rapport complémentaire était déposé auprès des services sociaux. Jennifer attendait dans le couloir. Monsieur Andrew, le directeur, un homme à la voix douce qu'elle connaissait à peine, vint la voir. « Mademoiselle Taylor, dit-il. Quoi que vous attendiez de nous, nous serons aux côtés de Sophia. Dites-nous comment vous aider. » C'était la première fois que quelqu'un d'extérieur prononçait ces mots. Ils rentrèrent chez eux dans un silence presque total. Sophia regardait par la fenêtre, le pouce contre ses lèvres. Jennifer ne la força pas. Elle gardait une main sur le volant, l'autre posée légèrement sur le genou de l'enfant. Le dîner fut simple, soupe et crackers. Sophia ne dit pas grand-chose, mais elle mangea. Une petite victoire. Alors que Jennifer rinçait la vaisselle, elle entendit de nouveaux pas. Sophia se tenait sur le seuil de la cuisine. « Puis-je dormir avec toi ce soir ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Jennifer hocha la tête, retira les couvertures et la laissa se blottir contre elle.
La petite main de Sophia s'accrocha à son épaule. La pièce était sombre, seul le bourdonnement du radiateur rompait le silence. Puis, dans un murmure presque imperceptible. « Tu crois qu'ils me croiront cette fois ?» Jennifer la regarda. Elle lissa ses cheveux sans répondre tout de suite. Elle venait de comprendre. Sophia n'avait pas seulement peur. Elle était fatiguée. Jennifer dormit peu cette nuit-là. Sophia s'agrippait à son poignet comme si elle craignait qu'elle disparaisse. Ce murmure résonnait encore « Tu crois qu'ils me croiront ?» Le lendemain matin, alors que Jennifer préparait des œufs, son téléphone vibra. C'était Mademoiselle Agatha. Sa voix était prudente. « Mademoiselle Green, je crois que vous devez venir. » Sophia a laissé sa tablette scolaire dans le coin lecture. En la chargeant, j'ai découvert un enregistrement. Il semble avoir commencé par accident. Ou pas. En tout cas, je pense que vous devez l'entendre. Jennifer n'eut besoin d'aucun détail. Elle répondit qu'elle arriverait dans 20 minutes. Elle déposa elle-même Sophia à l'école, l'embrassa et lui promit qu'elle se retrouverait. Sophia ne sourit pas, mais dans ses yeux brillait quelque chose de nouveau, une vigilance silencieuse. Une fois seule, Jennifer se gara derrière la bibliothèque, monta les vitres et alluma la tablette. Elle ouvrit le dossier. Au début, il n'y eut que des parasites, des froissements, des pas lointains. Puis des voix. « Je te l'ai dit » dit une femme sèche. « Ne la laisse pas trop parler à l'école. »« Elle a besoin d'apprendre » répondit une autre voix, plus âgée. « Si elle continue à parler de cet homme, il finira en prison, et on perdra tout. » Jennifer connaissait ces voix, la mère de Sophia. Sa grand-mère. Puis, la voix de Sophia, petite et brisée. « Mais ça fait mal. » Silence. « Alors, arrête de te comporter comme une gamine, » craqua la mère. Un claquement sec, la chair contre la chair. Puis un sanglot. « Maman, s'il te plaît, ne le laisse pas faire. » Le reste était étouffé. Jennifer resta figée. Les mains tremblantes, elle faillit laisser tomber la tablette. Elle mit presque 10 minutes à se rappeler de respirer. Puis elle sortit son téléphone, lança un enregistrement vocal et laissa jouer l'audio en entier. Pas de montage. Juste la vérité. Ensuite, elle appela Elena Peters, une avocate qu'elle connaissait. « J'ai une mineure sous ma garde. J'ai un enregistrement. Il contient des violences psychologiques, physiques et des preuves de coercition pour protéger un agresseur sexuel. J'ai besoin de savoir ce qu'on peut faire. »« Apporte-moi l'enregistrement » répondit Elena. « On va déposer une demande d'urgence. Je prépare les papiers. Je vais au tribunal. » Jennifer acquiesça, les yeux fixés sur le pare-brise. « Je vais me battre comme un diable. Honneur, nous soumettons la pièce A. Elle contient l'enregistrement audio de la tablette de Sophia. On y entend la voix tremblante de l'enfant, puis le vide après la chute de la pièce, sa plainte « Mais ça fait mal », suivie de la réponse froide de sa mère, d'une gifle, d'un gémissement. Quelque part derrière Jennifer, une chaise grinça puis s'immobilisa. La mâchoire du juge Grégory se contracta. Elena Peters poursuivit « Pièce B, documentation disciplinaire du Conseil de santé comportementale du Nevada. Le docteur Milo a été réprimandé et sa licence suspendue pour diagnostic contraire à l'éthique. » Elle se tourna vers lui et croisa son regard. « Monsieur, êtes-vous actuellement titulaire d'un permis dans cet état ?» La bouche du docteur Milo s'ouvrit, puis se referma. « Ma candidature est en attente. »« Merci, » conclut Elena. « Pas d'autres questions. » Le juge frappa une fois avec son marteau. « J'en ai assez entendu. » La garde temporaire d'urgence est accordée à Jennifer Duncan avec effet immédiat. Une enquête criminelle sur Daniel Rollins reste active. Le tribunal émit également une ordonnance d'interdiction de contact contre M. Rollins et Mme Green en attendant un examen. Les lèvres de la sœur de Jennifer s'entr'ouvrirent. Un silence stupéfait remplaça son calme habituel. Grand-mère Lucie tenta de lui prendre le bras, mais elle se dégagea, les yeux brûlants. À l'extérieur de la salle d'audience, la lumière du soleil traversait de hautes fenêtres. Sophia monta sur le banc à côté de Jennifer et se pencha vers elle. Les journalistes restèrent près du poste de sécurité, mais aucun ne s'approcha. Pendant un bref instant, le couloir sembla privé. Sophia cacha sa tête sous le menton de Jennifer.
Puis-je rentrer à la maison maintenant? Demanda-t-elle d'une voix faible mais ferme. Jennifer embrassa ses cheveux. Nous en construisons un nouveau, rien que. Pour toi. La question de Sophia résonnait encore tandis qu'elle quittait le palais de justice. La tête posée sur l'épaule de Jennifer, elle laissa le soleil de l'après-midi réchauffer les marches en marbre. 2 semaines plus tard, ce moment brillait encore dans la mémoire de Jennifer comme une lumière de Porsche les guidant vers un avenir plus sûr. Leur nouveau logement était modeste, 2 chambres, une salle de bain, mais chaque mur portait une couche fraîche de peinture et chaque porte s'ouvrait sans clé. Chaque matin, Jennifer se réveillait avec l'odeur du sirop d'érable et le bruit des pieds nus de Sophia sur le parquet. Sophia alignait ses baskets près du paillasson, les lacets soigneusement noués en double. C'était le premier geste qu'elle faisait en rentrant. Une preuve silencieuse qu'elle ne s'attendait plus à être emmenée sans prévenir. Les lundis, mercredis et vendredis, elles allaient à l'art-thérapie. Les autres jours, Sophia reprenait peu à peu l'école à mi-temps, dictée, jeux de société. Le soir, elle plantait des graines dans le jardin, basilic, ailier d'Inde et 3 petits tournesols. Les fleurs rendent la clôture plus joyeuse, disait Sophia. Un jeudi calme, elle sortit de sa chambre avec une feuille de papier épais. En haut, une liste numérotée 1, 2, 3. À côté de chaque numéro, un bonhomme allumette. Le premier représentait Jennifer, les cheveux dessinés en boucles brunes, le deuxième, Sophia souriante, le troisième, grand-père, avec des boucles grises et une guitare. Le quatrième personnage, en revanche, se tenait à l'écart, dans un rectangle comme une boîte d'ombre, sourcils pointus, bouche en colère, étiquette Oncle Jake. Jennifer se figea. Oncle Jake, le frère célibataire de sa sœur, ne lui était pas revenu en mémoire depuis Noël dernier, lorsqu'il faisait des tours de magie avec des pièces de monnaie. Il ne figurait dans aucun des rapports initiaux, ni sur le radar des services sociaux. « Chérie, » demanda Jennifer calmement, « pourquoi tonton Jake est-il dans une boîte ?» Sophia baissa les yeux. « C'est ma chambre chez grand-mère. Il venait après le match. » Elle observa attentivement Jennifer, guettant sa réaction. Je ne voulais pas faire d'histoire. Un frémissement l'impulsa aux tempes de Jennifer. Elle prit une photo du dessin et l'envoya à l'inspecteur Anderson avant que le tremblement de ses mains ne s'intensifie. Il rappela quelques minutes plus tard, la voix saccadée, « Il nous a échappé. J'envoie une équipe pour interroger les autres enfants présents lors des repas de famille. » 5 jours plus tard, l'oncle Jake fut placé en garde à vue, inculpé après que 2 autres mineurs confirmèrent la description de Sophia. La sœur de Jennifer fit une déclaration. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas, mais n'avait pas insisté parce que la famille passe avant tout. Ce soir-là, Jennifer trouva Sophia sur la terrasse, arrosant les tournesols avec une carafe en plastique. Elle fredonnait doucement, faux mais sans peur. Jennifer s'assit à côté d'elle, observant le sol s'assombrir sous l'eau. « Ils grandissent lentement, » dit Sophia, les orteils enfoncés dans la terre fraîche, « mais ils sont grands quand ils sont prêts. » Jennifer tira sur le bord de son chapeau de paille. « Tout comme toi. » Le lendemain, la boîte aux lettres grinça. À l'intérieur, une enveloppe crème, écrite de la main de sa mère. Le cœur de Jennifer s'accéléra alors qu'elle l'ouvrait. « Jennifer, j'avais tort. Je voulais croire que ces histoires étaient des mensonges, car la vérité me faisait plus mal. Je témoignerai. Je suis désolé d'avoir laissé le silence parler pour moi. Maman. » Jennifer lut la lettre à haute voix à la table de la cuisine, pendant que Sophia coloriait un château. Quand elle eut fini, Sophia posa son crayon. « Je veux rester ici, » dit-elle simplement. Jennifer lissa la lettre. « Tu le feras. » Plus tard, une fois la vaisselle rangée et la veilleuse allumée, Sophia vint se blottir contre elle sur le canapé. Elles partagèrent les pancakes à la banane qu'il restait du matin, son dessert préféré. Elle appuya la tête sur le bras de Jennifer. Un son si léger qu'il flottait. Jennifer repensa à chaque sirène, chaque porte qui claque, chaque nuit blanche à compter les respirations de Sophia. Elle avait toujours cru que le sauvetage serait un événement dramatique, des gyrophares, des avocats, un moment décisif. Mais le vrai sauvetage était plus silencieux. Un enfant qui fait ses nuits, un meuble à chaussures près de la porte, des pancakes au dîner parce que personne ne chronomètre le repas. Sophia bâilla en repoussant son assiette. « Est-ce que cela veut dire que je suis en sécurité maintenant ?» Jennifer tira la couverture tricotée sur elle deux et embrassa tendrement le sommet de sa tête. « Non, bébé,
répondit-elle, son cœur battant rempli de quelque chose qui ressemblait enfin à de la paix. Cela signifie que tu es à la maison.